Bonsoir et heureuse de vous retrouver. Poursuivons à présent notre galerie de portraits de personnages qui font toute la richesse de nos régions. Jean-Louis Servin est chercheur d'art, une passion née à une époque et une période un peu agitée de notre siècle, mai 68. À ce moment-là, Jean-Louis décide de quitter son département, l'Hérault, pour aller manifester à Paris. Eh bien, en fait, cette période, il ne l'a jamais vraiment quitté, ce qui en fait aujourd'hui un personnage plutôt attachant. Mais vous allez voir qu'il est très difficile de rester fidèle à ses idées de jeunesse quand on est confronté au regard des autres. J'ai découvert Servin après le 15 mars, un jour de brouillard, durant ma campagne électorale, là, je connaissais personne, on pouvait la monter l'arrière, je frappe à sa porte, trin, un ours qui arrive, il surte, qui êtes-vous? Et puis je suis campagne électorale, rentrez. On a discuté, puis j'ai vu que c'était quand même un homme intelligent, mais c'est un homme qui m'a posé beaucoup de problèmes. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Un agent double, un type de la DST, j'allais dire du KGB, puis même à la rigueur, j'ai dit peut-être Ibrahim Abdallah, quelqu'un. Vous savez, quand on sait toute la pyromanie qu'il y a dans le coin, 30 ou 40 feux, on ne sait plus, parce que maintenant les gendarmes ont le stylo qui ne marche plus. Je me posais toutes les autres questions. Alors j'ai dit peut-être c'est la DST, on l'a mis là pour infiltrer. J'ai passé mon enfance à Saint-Pons et dans l'Hérault. Dans l'espace d'une année, j'ai perdu ma mère et ma grand-mère, les deux femmes qui m'avaient élevé. Je me suis effondré et j'ai fait la route. Je me suis retrouvé dans le mouvement beatnik. Nous étions liés par la route et la non-violence. C'est non-violent et anti-atomique. Et il y avait un rejet de la société de consommation, enfin, qu'on a appelé plus tard la société de consommation. C'est-à-dire, bon, on n'a pas envie de s'emmerder avec toutes vos histoires, on vit avec le minimum, ce qu'on a envie, c'est de s'épanouir à travers nous-mêmes, être nous-mêmes. Ce qui m'a beaucoup marqué à cette époque-là, c'était cette espèce d'esprit tribal, où on partageait tout. On avait un type, il achetait une flûte de pain, on était 10, on coupait en 10, on avait 1 litre de lait, on prenait une gorgée chacun. Et comme ça tournait, un jour c'était l'un jour, enfin un moment c'était un jour, on arrivait toujours à plus ou moins... on crevait de faim, mais on n'arrivait pas jusqu'à mourir. On arrivait juste avant. J'ai commencé mon début de carrière de peintre à Béziers. Et bon, je me suis marié et je suis monté à Paris. Quand j'étais à Paris, les copains ne voulaient jamais m'inviter dans leurs expositions, alors j'ai décidé de les squatter et j'ai inventé les simèses volantes. C'est une boîte avec une porte d'un côté, une porte de l'autre, ce qui me permet de présenter les œuvres sur un panneau, une autre œuvre sur l'autre panneau, et sur la porte, penche en battant, je peux présenter mes brochures. Alors quand je suis arrivé ici, j'ai voulu en faire autant, et on m'a pris pour un con. Donc quand je me suis retrouvé dans ce métier d'artiste, j'ai voulu m'implanter dans quelque chose de très fort. Et sont arrivés, c'était au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir, sont arrivés le mouvement de libération des ondes par les radios libres. J'étais connu du mouvement anarchiste, les portes se sont ouvertes à Radio Libertaire pour que je puisse faire une émission. Donc j'ai fait une émission informelle artistique. Moi j'ai toujours dit, je ne suis pas
un professionnel du journalisme, je suis un artiste qui parle. Enfin, nous avons toujours sur mon émission, on parle de métier, on se régale avec un artiste. Et évidemment, il y avait un hiatus avec les militaires, parce que eux, l'artiste pour le militaire, c'est, comment on appelle ça en français, un parasite. Parce qu'il produit, enfin nous on produit, hein, c'est qu'on produit. Mais en fait, il ne produit pas des choses normalisées, tu vois. Voilà. Et alors, il y a eu un clash. Et là, je me suis dit, comme je connaissais bien les puces, parce que j'y avais travaillé, tu vas montrer les artistes contemporains sur les puces, parce qu'ils croient tous être à l'avant-garde avec les années 50, et nous, on était dans les années, c'était dans les années 80, j'avais de nouveau des jobards à montrer dans un milieu qui n'était pas fait pour ça. Je montrais ma création personnelle, c'est déjà pas triste, et en plus avec celle des autres, c'est pas triste non plus, donc j'ai quand même tenu un an. En soi, c'était une performance. Et là, j'ai pas pu continuer à tenir le centre de Nam, parce qu'il faut quand même le faire, et j'ai perdu en même temps ma piole. Et je me suis retrouvé à la rue. Alors, j'allais chez les soldeurs, je choisissais des bouquins qu'ils n'arrivaient pas à vendre parce que ça n'intéressait personne. Et alors, un jour, je suis tombé sur un ensemble de gravures, de litho. J'ai craqué, c'était beau, c'était super, c'était pas signé. Et ça traînait depuis 15 jours. Personne n'avait voulu acheter cet ensemble, parce que ça avait l'air de rien, c'était abstrait, sans lettres, tout en l'état. Alors j'ai passé 7 mois pour savoir ce que c'était, en bibliothèque, hein, et en même temps savoir d'où ça sortait, parce que j'avais pas envie que ce soit piqué et de me retrouver au... Ouais, ça va, hein, bon, on est mieux dehors que dedans. Et alors, j'ai réussi à savoir le parcours de cet objet, et c'était un ensemble de 32 gravures de Jean Dubuffet. Et c'est comme ça que je me suis sorti de la merde. J'avais fait tout ce qui m'intéressait sur Paris, j'avais vécu des choses fortes que j'avais voulu vivre, et j'ai voulu revenir, pour X raisons, dans le giron de ma branche maternelle, quoi. Donc j'ai fini par me retrouver louer le presbytère de la Montélarié, petite commune du Tarn. Pour me louer le presbytère, de suite, ça, ils étaient d'accord, parce qu'ici, quand ils voient des sous, ils savent ce que c'est. Et là, j'ai eu le planton de ma vie, quand même. J'ai subi tout ce que subissent les gens qui s'implantent en milieu rural. On les accueille avec un grand sourire, on leur vide les poches et on les fout dehors. Alors, il y a eu des feux criminels, et évidemment, ça pouvait être que moi. Parce qu'il n'y en avait pas eu avant que j'arrive, il y en avait quand j'étais là, j'avais les cheveux longs, j'étais artiste, j'étais parisien, ça pouvait être que moi. Alors, j'ai vu arriver les gendarmes. Et les gendarmes, ils m'ont envoyé, non mais paysans m'ont envoyé les gendarmes. Bon. Les gendarmes, ils ont pris mon dossier. Quand ils ont vu mon dossier, oh là là, un anarchiste, quoi. Ah, on avait été que... Ah, bah, ils ont vu, mais n'importe qui aurait fait pareil qu'eux, je veux dire. Tu comprends action directe. Alors moi, je me régalais, je marchais avec des jumelles, la boussole, dans la nature et tout ça. Et ils ont vu Action Directe qui ressurgissait parce qu'ils avaient commencé dans les squats à Paris, puis s'étaient retirés aussi dans la campagne et... Allez, rebolote. Puis, alors tu te retrouves là, seul, dans un pays que tu ne connais pas, avec des feux criminels que tu te fous sur le dos, et les gendarmes, mais j'en ai pas dormi de la nuit, j'en ai été malade. Alors bon, à la fin, ils ont quand même aperçu que
J'étais trop con pour foutre les feux, j'étais pas foutu de les mettre. Si on voltage voulu, je suis à 13 volts, c'est bon. Et pourquoi elle n'a pas voulu demander? Eh bien, ou alors c'est un mauvais contact dans l'Écosse. Hein. Maintenant, ou alors il y a eu de l'humidité dans le chapeau de l'écho. Je vois que vous avez mis du produit dessus pour éviter pour l'humidité. Ça y a rien fait. Et le chapeau de l'écho dedans, vous l'avez regardé? Non. Le ressort, les vis patinés, ils ont pas besoin de régler. Oui, ça Vous ne le savez pas, pourtant il n'y a pas longtemps qu'on l'avait fait, ça. Et bon, en fait, les choses se sont tassées, quoi. Je vis, disons que je vis dans ma bulle, à moi, dans ma tour d'ivoire. C'est ce que, en plus, ce que je voulais. J'avais besoin de, comment dirais-je, de recul sur toute la galère que j'ai vécue, parce que bon, j'en ai quand même pas mal bavé. Donc je voulais avoir un recul et être isolé, pouvoir travailler, repenser à ma création, savoir comment elle allait évoluer, etc., etc. J'ai fait ce jardin dans l'esprit de ce que j'avais toujours préconisé à Radio Libertaire, l'autonomie d'artiste, parce que ça me permet d'avoir un lieu qui soit à moi, et où je présente en permanence une partie de mes œuvres. Je l'ai présenté, organisé dans l'esprit de ce qu'on appelle environnement ou installation aujourd'hui, et il peut s'intégrer dans le courant land art. Je ne me vois pas refaire la route parce que je connais. Je ne veux pas non plus refaire la société parce que je sais que on s'est tous plantés quand on a voulu la refaire, je veux dire. Donc, j'utilise les contradictions du système existant. Et puis si le système change, j'utilise les contradictions qui viennent. Je veux dire, je m'adapte à ça pour pouvoir vivre ma vie telle que moi je l'entends. « 68 était un beau rêve. La bague à la radio, c'était un beau rêve. L'arrivée d'À Gauche au pouvoir était un beau rêve. Et puis, ils nous l'ont cassé, à fur et à mesure, chaque fois. Enfin, est-ce que l'essentiel, c'est pas de rêver, hein? Comme on dit souvent, la première impression, le type vous fait mal impression. Et quand on l'a étudié un peu, ça devient un grand ami. Souvent, une personne vous fait bonne impression, elle vous passe bien la main dans le dos, ça devient un ennemi. Et lui, c'est devenu, je dirais, un ami au sens profond du terme. Ami, socios, comme on disait les latins autrefois. Et je me pose une autre question. Comment 10 ans ont-on pu mettre ce type au placard? L'isoler? Mais si on l'a mis au fond de l'Afrique, je suis certain qu'un explorateur l'a déjà trouvé. Voilà ce très beau portrait de Jean-Louis Servin, chercheur d'art.